Bon. Donc, bonjour à tous. La coopération agricole Occitanie et l'AREA Occitanie pilote avec le soutien de la DRAF Occitanie et de la région Occitanie le contrat agroalimentaire, donc le contrat de filière qui nous a permis pendant 2 voire 3 ans de développer un certain nombre d'actions pour le développement de nos entreprises agroalimentaires et de nos coopératives. Dans ce contrat agroalimentaire, nous avons une action stratégie que nous copilotons, Christine Huppert de l'AREA et moi-même, donc Alix Pavis de la coopération agricole Occitanie. Et dans cette action stratégie, eh bien, nous avons mis plusieurs outils à votre disposition. Un guide qui est sur le site du contrat, des webinaires qui sont également mis en ligne sur le site du contrat agro, et puis différents accompagnements. Et vous recevrez également bientôt une petite enquête nous permettant d'affiner vos besoins et attentes pour qu'on puisse mieux vous orienter vers des outils et vers des expertises de certains de nos partenaires. Alors aujourd'hui, dans ce 7e webinaire stratégie, nous avons fait appel justement à des experts, donc les frères Patak, qui se présenteront eux-mêmes pour parler d'analyse concurrentielle de façon pragmatique et appuyée sur des exemples concrets. Donc on les remercie de bien vouloir passer du temps avec nous pour vous apporter cette expertise. Voilà. Et je vous laisse la main. Sauf si Christine veut rajouter quelque chose. Christine a le micro coupé, donc je pense que ça va être. On Alors, va prendre Christine si jamais. Oui, j'ai du mal à mettre mon micro. Non, merci à tous d'être là et c'est complet, Alix. Donc, je laisse la parole aux frères Patak. Ça me semblait important que tu sois là puisque c'est Christine qui a identifié les frères Patak comme intervenants d'aujourd'hui. Une sélectionneuse de talent, voilà. Ouais. Allez. Alors, juste, si quand même, petite règle du jeu. Ces webinaires sont très participatifs, donc n'hésitez pas à interagir tout au long du webinaire et de ne pas forcément attendre la fin pour poser vos questions. Nos intervenants sont prêts à répondre à tous vos questionnements. Très bien. Exactement. Et comme on est en comité relativement restreint, je crois qu'il y a une petite fonction de lever la main ou autre. Donc, soit vous en servez, soit n'hésitez pas à nous. Enfin, vous connaissez l'affaire. Voilà, n'hésitez pas à nous faire signe là-dessus. Ok, très bien. Bon, ben écoutez, enchanté. Donc, nous sommes 2 frères issus d'une famille de 6 enfants. On a lancé l'affaire il y a 5 ans maintenant et en fait, on vient du monde agricole. Notre père fait des haricots tarbés et donc la numéro 2, pardon, a repris la ferme. Donc, Elle a un prénom aussi. Elle s'appelle Verena, effectivement. Du coup, on fait des haricots tarbés sous toutes ses formes, frais, secs et conserves. On a toujours eu les pieds dans la terre. On a fait Purpan ensuite avec des parcours. Ingénieur de Purpan. Ouais. Exact. Marc-Antoine plus sur du commerce et moi plus sur tout ce qui était tech et digital. Pour faire rapidement, du coup, je suis passé par l'agroalimentaire haut de gamme, du coup, dans le caviar, à développer l'export. Après quoi, j'ai dirigé des équipes d'ingénieurs sur la structuration et le développement de prestations de services. Et après ça, une direction commerciale dans les nouvelles techno à Montpellier. Donc, un grand tour de France après de passer par Paris et Strasbourg. Ouais. Et pour ma part, du sport professionnel en Australie, où j'ai fait du football australien. Je suis ensuite revenu en France où j'ai bossé pour une chaîne de restaurants toulousaine. Ensuite, dans la télédétection par satellite, appliquée à l'agronomie, donc Géosys pour ceux qui peut-être connaissent. Et ensuite, je suis reparti à Singapour pendant 1 an pour faire l'ESSEC, l'école de commerce. Ensuite, 5 ans en Australie pour travailler dans l'Institut du vin sur les stratégies de luxe et de valorisation en marketing. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, notre entreprise fait 2 choses. On va essayer de passer rapidement. On fait de la stratégie d'entreprise et ensuite, on a construit, en fait, autour de l'équipe qu'on a montré, un département marketing externalisé où, en fait, on regroupe l'ensemble des métiers. Donc, vous avez 6 personnes qui sont à la fois des chefs de projet, on va dire, les métiers essentiels. Et ensuite, on a passé des accords, en fait, avec l'ensemble des métiers du marketing. On en a mis quelques ici, mais on vous en parlera par l'exemple. Avec une quarantaine de personnes, ouais. Et donc, du coup, on aide à déployer, en fait, de l'expertise marketing sur tous ces projets. Donc, quelques références. La plupart du temps, c'est dans le monde de l'agroalimentaire, de l'agricole et périphérique et du vin. Tu peux passer juste après. Et quelques sujets. Donc, on intervient aussi régulièrement encore après. Enfin, on passe un peu rapidement sur ces points-là qui ne sont peut-être pas forcément les plus déterminants et on sera ravis de répondre à vos questions si vous le souhaitez. On est basé à Toulouse
et on intervient dans des situations, on va dire, les situations de croissance où ça va bien et les situations où il faut remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Voilà. Ça nous amène à aujourd'hui, donc le sujet d'aujourd'hui qui est sur l'étude concurrentielle et l'analyse concurrentielle. Donc c'est quelque chose qu'on fait de manière à peu près systématique sur tout l'ensemble des missions, que ce soit aussi bien sur des approches stratégiques ou pour créer des marques. Donc c'est pour ça que c'est systématique. Vous le voyez en fait dans notre approche, c'est très en amont en fait, et donc c'est là où on vous parlait du fait que c'était systématique. Donc l'idée était de vous présenter un peu ça, et donc du coup le premier intro, c'est à quoi sert une approche concurrentielle et quelle est l'ambition stratégique. Pour ça, pour nous, aujourd'hui, en fait, il y a 2 points. La première, c'est soit stratégiquement, vous voulez mieux copier. Donc, on connaît bien les Chinois pour ça, qui sont très forts à ça, qui, donc, du coup, en très peu de temps, sont capables de reverse engineer tout le projet ou toute la nouvelle technologie qui est sortie, la produire moins cher, plus rapidement et vous la livrer très rapidement. Et ensuite, sinon, vous avez effectivement l'analyse concurrentielle pour effectivement comprendre le statu quo et trouver un trou dans la faille et du coup, avoir une opportunité de se différencier et d'innover. Et donc, nous, de notre part… C'est plutôt notre axe de prédilection. Voilà, donc comme vous le doutez, on est sur une approche effectivement dans laquelle on a beau être ingénieur, on n'est pas sur des approches de production, enfin, on maîtrise très bien la production, mais on n'est pas sur des approches d'automatisation de production. L'idée est vraiment de se dire, OK, ben, de quelle manière est-ce qu'en fait on va repérer les failles dans le marché. Donc, on va vous présenter en fait à la fois de la méthodologie, mais on va rester assez, on va dire, au vol dessus, mais on va ensuite rentrer dans des exemples et on va vous montrer littéralement comment on fait nous. Voilà. Et si vous le souhaitez, évidemment, n'hésitez pas à poser des questions si quoi que ce soit vous paraît être peut-être un peu rapide pour l'instant. Une chose aussi, au passage, le brief, en fait, pour mettre tout de suite du concret dans la chose, l'analyse concurrentielle est une espèce de réflexe dans la mesure où notre brief de départ, c'est généralement je veux développer du marché, soit je voudrais redévelopper mon activité ou mon image de marque, ou j'ai besoin de gagner de la part de marché et de la marge. Et la question, c'est comment je me débrouille du coup à faire ça. Et c'est là où on a le besoin de savoir ce qui se fait pour arriver justement à avoir une approche, soit effectivement je vois ce qui se fait, soit j'essaie de casser un petit peu ce qui se fait pour mettre ma marque. Donc là, on avait une approche dans laquelle vous reconnaissez peut-être cet outil. Je ne sais pas si… Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont servis de cet outil-là qu'on a à l'écran ou pas? On voit tous les micros coupés. Nous, en fait, on voit que les micros coupés, donc c'est particulier. Oui, moi j'utilise pas mal ChatGPT. Ok. Vous l'utilisez dans quel cadre? Là, actuellement, pour recruter. Très bien. Sur de la marque employeur ou sur une partie plus question d'entretien et quel profil C'est en fait, par exemple, là, j'avais besoin d'un responsable des expéditions. J'ai dit à ChatGPT, écris-moi une offre d'emploi pour un responsable d'expédition. Et voilà. Ok. Très bien. Bon, mais effectivement, donc, on voulait montrer ça un peu aux personnes qui ne maîtrisent pas ou qui ne connaissent simplement pas l'outil. C'est du coup devenu effectivement un accélérateur de réflexion et de compétences. Alors, il y a plusieurs failles, mais en fait, on voulait juste montrer le fait qu'on peut effectivement, si vous voulez avoir toute la théorie et sur les outils, il faut juste savoir pas cher. Voilà, ça, il faut juste savoir poser des questions à ChatGPT et vous allez avoir beaucoup de réponses. Donc, comme vous le voyez là, on peut dire ça et derrière, en fait, tout l'art est dans la manière de poser des questions. Donc là, superbe. J'aimerais avoir un exemple pour chaque détail et une explication pour chaque outil. Et donc, du coup, ChatGPT s'occupe derrière. Donc, ce qu'il faut noter qu'il faut le flatter régulièrement. Ça lui permet de sortir de meilleurs résultats. C'est très, très important. Non, on a la version payante, donc on n'a plus besoin de le flatter. Donc, voilà. Donc, du coup, ce qu'on va vous dire, c'est que cet outil, aujourd'hui, sur des analyses stratégiques, on s'en sert énormément en plus. Donc, ça fait la transition à où est-ce qu'on veut vous amener. Mais ce n'est pas ça qui constitue la base de notre travail et que, justement, il y a toute une différence entre… vous vous en doutiez, ce n'est pas pour enfoncer la porte ouverte, mais déjà vous signalez un outil qui est extrêmement puissant, très simple d'accès et qui marche bien. Et donc, sans y cracher dessus trop méthodiquement, des fois, ça vaut le coup de s'en servir un peu. Par contre, dès qu'on veut rentrer un petit peu dans une approche très appliquée à sa situation, bon, évidemment, ça ne fait pas la maille. Donc, il y a une approche dans laquelle, en fait, on est sur des méthodologies de compréhension très, très concrètes. Je vous parlais rapidement de ce qui était notre brief systématiquement et du pourquoi on faisait appel à l'analyse concurrentielle et de comment on l'a menée.
il y avait une question qui était toujours celle de la réalité très concrète des entreprises qui est, entre guillemets, je n'ai pas besoin d'étudier le marché pour comprendre tout ce qui se fait dessus. J'ai juste besoin d'avoir la compréhension de quelles sont les forces qui s'appliquent sans que je les comprenne ou les maîtrise ou que je ne les détecte à ma situation d'entreprise, mon marché, ma production éventuellement. Donc, on a des méthodologies pour arriver à cadrer ça. Donc, je laisse Grégoire embrayer dessus. Du coup, effectivement, donc on a un peu fait notre sauce en mixant des méthodologies relativement connues. Donc, pour ceux qui sont des férus de théorie, là, on parle de la méthodologie agile qui en fait correspond à une notion de création d'idées avec de l'évolution et de l'itération. Donc, c'est l'idée de faire en sorte qu'on sait que la première idée n'est pas forcément la bonne et aller la tester au fur et à mesure de manière itérative, alors avec le client ou avec vos cibles, va permettre en fait d'affiner votre concept et d'éviter en fait les écueils. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on se base sur la méthodologie de design thinking, qui, de ce que je crois, vous avez déjà été mentionné, mais donc on va faire un rapide parallèle avant de rentrer vraiment dans purement notre méthodo. C'est que en fait, donc c'est toute une notion de création d'idées qui permet en fait d'amener des idées, mais aussi qui demande en fait de comprendre très en profondeur chaque étape en fait de tout le parcours du produit, du service ou du client. Et donc de ça en fait aujourd'hui, nous notre approche et donc ce que l'on fait de manière systématique dans des analyses concurrentielles, c'est de poser énormément de questions aux clients, mais en fait on considère que on a souvent en fait des convictions, mais aussi des préjugés et donc du coup des biais cognitifs. Et donc en fait, on s'occupe de déconstruire ces biais en allant poser beaucoup de questions en fait aux professionnels et aux particuliers. Donc on va vous présenter ça dans un instant. L'idée en fait de ça, et c'est un des points qu'on voulait avancer aujourd'hui, c'est on se rend compte qu'avec le galop opérationnel nécessaire aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller à toute berzingue sur l'ensemble des opérations pour faire en sorte que l'on puisse rentrer les produits, les vendre, etc. On a peu de temps pour se poser, pour vraiment faire ce qu'on appelle de l'exploratoire, donc c'est-à-dire de passer du temps avec des personnes clés qui peuvent potentiellement être les personnes déclencheuses de l'achat ou de la décision, pour en fait être capable derrière de savoir comment orienter du coup le discours ou encore le produit et de designer le produit. Et donc, c'est très souvent en fait ça par rapport à ce que l'on déclenche, c'est beaucoup d'entretiens pour comprendre profondément les choses qui se font. Et du coup, une des premières clés de méthodologie qu'on souhaite donner, qui nous paraissent extrêmement importantes, si tu peux juste remettre très rapidement la slide avant, dans le qu'est-ce que l'on cherche, c'est dans la forme en fait. Là, c'est plutôt l'ancien Dirko qui parle, mais c'est le besoin que l'on a d'être sûr que ce que l'on propose, ce que l'on imagine est adapté très concrètement à son marché. Et on va dire que des généralités, ChatGPT nous en donnera des tonnes sur ce qu'il passe, les tendances de consommation en France. Par contre, vos acheteurs, c'est-à-dire l'acheteur je dis n'importe quoi, du Carrefour de Sifour-les-Plages ou le consommateur ou un consommateur qui est basé ou ailleurs, vont avoir des perceptions, des besoins, des compréhensions de votre service ou de votre produit qui seront les leurs et qu'on ne peut pas traiter par des généralités. C'est très, très risqué. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est on s'assure que vos clients, et enfin, du coup, notre recommandation serait, si vous devez traiter la chose, assurez-vous d'arriver à établir un lien direct avec vos clients et vos consommateurs éventuellement pour aller chercher une compréhension de ce qu'ils comprennent de vous, de votre produit, et justement sans essayer de trop le leur vendre. C'est-à-dire qu'un des biais que l'on a en premier, et c'est sur quoi on a travaillé beaucoup avec Grégoire, c'est au départ, par réflexe, quand je voulais comprendre ce qu'un client allait penser de mon produit ou de mon service, ou celui d'un de mes clients, j'essayais de le lui vendre un peu. Or, l'important est justement de lui dire qu'est-ce que tu captes de ce produit, sans justement essayer de trop le lui vendre. L'idée étant de voir ce qu'instinctivement la chose lui évolue, et par nature, les gens vont essayer de placer le produit par rapport à un référentiel. C'est instinctif, on le fait tous. Du coup, on commence à comprendre quel est réellement le positionnement. Et c'est hyper important de le faire par rapport à des particuliers qui constituent les cibles de consommation du service ou du produit. Même si ici, j'imagine qu'on est plus sur des produits, ou sur les pros, typiquement, qui vont avoir des besoins extrêmement particuliers en fonction du circuit de distribution. Typiquement, un acheteur ou un chef de rayon n'aura pas le même besoin qu'un caviste, qu'un patron d'épicerie fine. Et donc, du coup, pour revenir, pour recentrer, parce qu'en fait, au final, il faut effectivement qu'on revienne à chaque fois sur la concurrence, mais ce qui est intéressant, c'est que l'état de la concurrence ou faire fait de la concurrence, c'est une chose, d'en comprendre la force, la puissance des approches permet, mais ce qu'il faut souvent comprendre, c'est qu'avec les PME que l'on représente, ou encore
même à des états de groupe ou certains projets, on représente peanuts dans un état concurrentiel extrêmement vaste et très parfois national, international ou local. De ça, du coup, l'approche qu'on a, c'est que faire état de la concurrence permet effectivement de se positionner, de comprendre, mais c'est pas là qu'il faut s'arrêter. Voilà, c'est ça. Pour nous, en fait, elle est très convergente et concomitante avec l'approche de la compréhension profonde, en fait, des éléments en fait différenciants sur le marché par rapport aux pros ou aux particuliers. Donc, déjà, est-ce que ce qu'on dit a du sens pour vous? Et j'avais une question qui était qui parmi vous a parlé récemment directement? Alors, je crois qu'il y a des chefs d'entreprise, mais qui a parlé directement avec ses clients dernièrement? Si vous avez des DIRCO ou des commerciaux ou autres, est-ce que vous avez toujours un contact avec vos clients? On ne vous entend pas. Ah, oui, Christian, vous parlez? Christian, on voit que vous parlez mieux. Non, toujours pas. Mince. C'est dommage. Ah là là. Là, ça a recoupé le micro. Plus de micro. Et du coup, on était curieux. Enfin, je sais qu'Alexandre Faure ou encore Benjamin, je ne vois pas votre nom. Continuez, parce que sinon. Ouais, non, mais je sentais que Monsieur Faure voulait réagir, mais juste en attendant en fait un petit commentaire. Les méthodes agiles peuvent s'appliquer également à d'autres acteurs que les clients. Hein. Ça peut être très très utile pour tout projet en fait. Lié à des utilisateurs humains, ça peut être aussi utilisé pour les salariés, pour recruter, pour les coopérateurs dans les coopératives, pour vos visiteurs, vos partenaires, etc. Donc, en tout cas, sachez que nous, à la coopération, on fait justement des interventions de sensibilisation, action au design thinking et méthodes agiles, en général sur un projet de l'entreprise, mais qui n'est pas forcément lié au marché, ça peut être aussi de l'interne. Voilà. Et ça rejoint en RSE ce qu'on appelle le dialogue partie prenante, ça parlera peut-être à certaines entreprises présentes. On l'encourage fortement. Et pour aller dans votre sens, Alix aussi, quand on parle des coopérateurs, puisqu'on intervient aussi assez régulièrement en coopérative, groupe de producteurs ou autres, ou même conseil d'administration, l'idée, alors si on est basique, il y a la notion de client interne ou même de partenaire, c'est-à-dire considérer que les personnes aujourd'hui qui constituent votre entreprise sont des personnes dont l'opinion va compter autant ou moins que celle de vos consommateurs ou de vos clients. Donc effectivement, toute cette approche de compréhension des besoins des leviers à des fins d'organisation ou d'amélioration des produits ou des services, là, pour parler plus amont ou interne, c'est capital. Et du coup, la méthode est toujours la même, d'aller chercher, on va dire, une source assez directe et de ne pas forcément se perdre sur… Il y a une chose contre laquelle on lutte assez régulièrement, qui est la généralité, entre guillemets, de telle ou telle chose, ça va se passer comme ça ou ça se fait comme ça. Préjugé. Cette espèce de préjugé, ça a l'air d'être une toute petite chose. Et en fait, c'est un des premiers biais d'immobilisme ou d'incapacité à changer dans la bonne direction, parce que on a besoin de s'assurer en fait de rentrer dans une granulométrie assez fine dans les études que l'on mène. Même si ça a l'air, on peut craindre qu'il y ait peu de représentativité, mais en fait, le fait d'aller se poser la question et de poser la question directement et de réaliser des itérations avec les gens en concret change absolument tout. Monsieur Faure, vous pouvez parler à présent ou pas? Non. Pas de souci. On va avancer. En tout cas, c'est une excellente donnée d'entrée pour une analyse. Tout à fait. Du coup, on balaye rapidement ces fonctionnels. On en vient à littéralement notre soupe à nous pour comment faire en fait nos analyses marché pour ensuite arriver en fait à de la conception efficace. Donc, en étant une entreprise dans laquelle on doit accompagner des entreprises avec des situations multiples et complexes, on a une contrainte de temps, on a une contrainte de manque d'expertise et on a une contrainte d'arriver à fournir un sujet avec une qualité certaine. De ça, du coup, on a monté en fait une méthodologie qu'on va vous montrer là qui nous permet en fait en peu de temps de faire un vaste tour de l'existant, comprendre ce qui se passe d'un point de vue concurrentiel, coupler ça en fait à des experts du sujet, retravailler ensuite pour mettre en place des questionnaires aux particuliers, donc, et ensuite arriver à de la création d'idées, de concepts, de choses adaptées et de tests. Ça, du coup, donc, quand je disais notre soupe, c'est notre méthodologie d'acquisition d'informations pour en fait devenir pertinent dans une industrie qui parfois nous est complètement étrangère. De ça, du coup, donc, ce que vous voyez là en haut à gauche en ordonnée, c'est le bruit. Donc, quand on qualifie le bruit, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans les industries, il y a tellement d'informations avec que ce soit les réseaux ou encore la digitalisation et les avis des collaborateurs, l'internationalisation, on est sur un nombre de données qui est quasiment infini. L'ambition, nous, aujourd'hui, c'est qu'on souhaite en fait montrer que
pour prendre le temps d'ensuite faire des choix logiques, il faut prendre le temps de se perdre. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit que, donc, on a mis bruit ici. Et donc, souvent, on dit qu'on utilise l'expression on embrasse le bruit. C'est-à-dire que plus on nous donne de données, mieux c'est parce qu'en fait, on arrive à de mieux en mieux définir les contours. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rentre dans une industrie complètement nouvelle, très souvent, en fait, les gens, par simplicité, ont rangé dans leur tête un set de préjugés sur l'industrie qui parfois sont vrais ou parfois complètement faux et qui, en fait, sont représentatifs plus ou moins, en fait, de l'industrie. L'idée, en fait, c'est du coup de réexplorer, déconstruire ou construire sur ces préjugés pour savoir et d'acquérir autant de données que possible. Donc, je vais vous montrer dans un instant comment on fait sur la forme pour, en fait, pouvoir aller chercher, en fait, des questions qui vont vous rendre légitime auprès de professionnels, vérifier si effectivement et poser des questions qui ont du sens. De ça, du coup, ça correspond à cette première phase qui correspond à la collecte d'informations que nous, aujourd'hui, on fait sur 3 points différents. On le fait sur le web, sur toute la data existante en interne de l'entreprise ou du domaine que l'on peut nous fournir, et ensuite sur de la bibliographie pure, si jamais on a de la littérature écrite, ce qui est de moins en moins le cas, je ne vous le cache pas. Alors, du coup, sur cette première phrase, il y a un petit point à souligner également, on l'a signalé un peu en passant, mais le but pour nous, et du coup, c'est une chose que l'on aurait tendance à vous faire, c'est viser une analyse concurrentielle, non pas pour savoir ce qui se fait, mais pour savoir ce que vous devez faire en différenciation. Je sais que ça paraît être enfoncer une porte archi ouverte, mais c'est simplement que si vous faites une étude de marché en vous disant, tiens, je veux savoir quelles sont les grandes lignes existantes du marché, vous en retirerez des grandes lignes existantes, mais pas une approche différenciante. Et ce pourquoi on vous conseille d'aller chercher justement le bruit, ce que va vous montrer Grégoire, c'est on va chercher, par exemple, je vous dis n'importe quoi pour créer une marque dans la charcuterie, dans la confiture ou autre, on va chercher toute forme de modèle économique ou de produits qui n'ont rien à voir, je vous dis n'importe quoi, les baskets, les téléphones portables ou autres, pour voir comment d'autres personnes ont réussi à créer de l'émotion, du décalage, une approche innovante sur un marché avec des codes différents. Et tous les codes ne sont pas dans l'agroalimentaire. Donc, on va chercher des modèles et des environnements qui n'ont rien à voir. Donc, c'est ça qu'on appelle embrasser le bruit. C'est des trucs qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent donner une idée de tiens, mais est-ce qu'on n'amènerait pas un service comme eux l'ont fait ou comme eux l'ont positionné avec une approche de telle ou telle manière. Je te préviens, tu me spoil. Bon, j'arrête. Je fais l'idiot. Du coup, effectivement, ce qu'on veut vous dire aussi souvent, c'est, on le sait, quand vous avez des ressources, donc des employés, la notion de se perdre dans une notion de recherche est très souvent très bizarre et ennuyant dans l'idée d'une notion de productivité. Ce qu'on veut dire par là, c'est que cette notion d'exploration et d'embrasser le bruit veut dire que du coup, potentiellement, la personne qui fait ses recherches ne va pas forcément dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous, la manière dont on le fait et donc dont ça a été créé, c'est qu'on laisse du temps aux gens d'explorer, donc du coup d'apprendre de nouvelles choses, et donc potentiellement d'apprendre beaucoup de choses qui ne sont pas forcément utiles, mais dans l'espoir de trouver quelque chose qui permette de vraiment différencier ou de créer une valeur ajoutée ou une plus-value. Et donc, c'est ça où nous, on laisse du temps spécifique à nos équipes aujourd'hui et donc c'est là où, quand on vous parlait du fait que vous êtes en train de courir après de l'opérationnel, ces choses-là peuvent paraître effectivement déconnectées parce que forcément, si on se met à parler de l'industrie de la chaussure ou du basket, pour relier ça à de la confiture, chose qu'on a faite récemment, ça peut paraître complexe à première approche. Mais en fait, derrière, l'intelligence des personnes qui se mettent à explorer et s'ils ne perdent pas le fil, permet en fait de faire des liens qui souvent ont une forme d'originalité et qui leur permettent en fait derrière de connecter les points pour apporter une plus-value. J'espère que c'est à peu près clair. Donc, notre méthodologie, donc on a un suivi de projet qui se fait. Donc, on a un ERP, je vous présente ça rapidement. Mais la partie comment se conduit une approche d'exploration au global. Alors, l'approche d'exploration, quand on fait ça sur le web, nous, en fait, les analyses concurrentielles, au final, très rarement, vous avez besoin de quelque chose de propre et de quelque chose de beau. Et nous, au final, dans les livrables qu'on fait, on s'en fiche en fait d'avoir quelque chose de beau. Donc là, ce que je vous montre, et encore celle-ci est particulièrement belle, c'est le fait qu'en fait, donc c'est pour une étude de marché sur du vin, comme vous le voyez avec les titres, et en fait, on a exploré en fait donc c'était sur du brocol, donc sur une étude de marché à Gaillac. Et en fait, j'ai demandé à une de mes employées en fait d'explorer et de coller en fait tout ce qu'elle trouvait qui était de loin ou de près ou de loin sur du coup des vins nature avec une personne qui s'installe dans du vin en bio et du coup d'explorer tout ça. Donc vous voyez une 50aine de pages. Elle a collé en fait des articles qu'elle avait trouvés intéressants sur lesquels en fait elle a mis tout. Du coup, sachez-le, il y a beaucoup d'informations qui ne serviront pas. Derrière ça, on a cherché le brocol, on lui a demandé d'aller chercher plein de choses.
on a cherché l'histoire, la connexion, l'ampélographie, tous les liens, les zones de prod, d'autres choses, des designs qui plaisaient, etc. Et ensuite, vu que c'est un vigneron qui se lance sur une reconversion avec toute une histoire un peu particulière, on a fait un parallèle en fait sur les paris fous. C'est-à-dire que c'est un mec qui se lance avec un concept derrière. On voulait mettre en fait quelque chose en place. On voulait voir s'il y avait quelque chose qui allait faire, qui potentiellement pouvait faire une vraie différence. Du coup, c'est pour ça qu'on a regardé donc paris fou. On regarde du coup sur Internet tout l'ensemble de cette sémantique. Donc là aussi, on a des techniques. Si demain vous le voulez, on pourra en parler un peu plus, mais on va le faire via des exemples. On pourra rentrer un peu plus dans les détails des sources sur lesquelles on va chercher tout ça. On va chercher de la R&D, on va chercher de tout. Et du coup, vous voyez le nombre de pages qui s'affichent en haut à droite, 118 pages. Et donc, on leur demande de coller, en fait, copier-coller, mais littéralement tout ce qu'ils trouvent, sans aucune contrainte de forme sur l'ensemble des projets. Tout ça, pourquoi? C'est pour faire en sorte que, donc souvent, on a 1 à 3 personnes qui sont sur les études de marché, qui ne sont pas forcément des data scientists. Alors, vous pouvez l'envisager, mais si vous avez une personne chez vous en interne qui a un peu de disponibilité pour aller chercher beaucoup d'informations qui peut paraître liées ou non reliées à la chose, c'est tout à fait faisable. Et il n'y a pas besoin d'une expertise à ce stade extrêmement poussée. Donc, aller chercher beaucoup d'informations, ça peut paraître un peu too much ou un peu suranné, mais c'est archi important en fait. L'ambition, du coup, c'est on veut faire en fait de la co-construction à plusieurs en allant chercher en fait ces différentes choses. De ça, du coup, souvent, ça nous permet de faire un gros tour. Ça nous permet de faire un gros tour sur l'ensemble des sujets sur lesquels, en fait, ça permet de faire un gros tour sur l'ensemble des sujets sur lesquels, du coup, la concurrence agit. Donc, vous voyez, on arrive à trouver des modèles qui existent, qu'on n'aurait pas eu le temps de trouver si on n'avait pas pris de temps. Et donc, ces explorations, en fait, nous permettent de savoir, en fait, non pas forcément que de la concurrence, mais proche, mais de la concurrence lointaine et qui, du coup, est complètement déconnectée, mais qui peut nous permettre derrière d'itérer sur des projets plus concrets. Donc, oui, Étienne, vous aviez, ou c'était juste du bruit? Non. L'idée était simplement de dire ne pas hésiter à aller chercher des choses qui peuvent ne pas avoir l'air d'être de la concurrence directe, mais de la concurrence très éloignée, des modèles économiques différents. Évidemment, quand on le dit, ça tombe un peu sous le sens, mais prendre ce temps a toujours une valeur ajoutée très forte dans la création d'un positionnement marketing, de la création d'un service, ou même de la compréhension qu'on aura pour aller fédérer un modèle économique ou toute une partie amont. Donc, ça peut être extrêmement différenciant dans ce que l'on fait. L'ambition de ça, du coup, c'est de faire un gros premier dégrossissage pour en fait préparer la deuxième étape qui sont les entretiens professionnels. Les entretiens pro, en fait, on le sait, si vous posez toujours les mêmes questions à vos pros, ils vont vous répondre toujours les mêmes choses et la conversation va tourner en rond. Sur des industries où vous souhaitez découvrir, si vous allez chercher des experts, c'est des choses qui sont nécessaires en fait pour avoir un gros tour de l'industrie. Et nous, en fait, ce sont des raccourcis que l'on utilise en posant tout simplement et en demandant à des gens professionnels, en leur posant des questions sur des approches, en fait, de savoir où en est l'industrie d'après votre vision. On fait ça sur 1, 5, 10, 20 professionnels pour en fait avoir très vite une impression de où en est le marché et où est-ce que ça se situe. Cette méthode d'entretien, en fait, nous permet d'avoir des visions de gens qui ont passé 10, 20, 30 ans dans l'industrie et qui ont du coup des yeux beaucoup plus experts sur le sujet. Par rapport à ça, en fait, l'idée, c'est que si vous n'amenez pas de nouvelles idées ou si vous n'amenez pas de sujets de conversation qui sont éloquents ou qui ont du sens, à ce moment-là, ils vont rester dans quelque chose qui ne poussera pas les notions de repousser le marché ou de se poser des questions par rapport à la concurrence ou encore la faisabilité d'idées qui, initialement, pourraient paraître absurdes. Et donc, en fait, on travaille sur ça pour, effectivement, générer des entretiens professionnels qui ont du sens. De ça, du coup, ça nous amène à beaucoup d'informations. Et on fait un premier tri d'informations dans lequel souvent on se met à comprendre où en est le statu quo de l'industrie et quelles sont les choses qui sont utilisées ou pas exploitées. Et par rapport à ça, souvent, on rentre dans de l'analyse d'entretien particulier et dans de l'analyse des particuliers, de leur comportement et des entretiens particuliers. Les entretiens particuliers sont faits pour plusieurs choses. Elles sont faites pour notamment avoir donc sur un point de vue purement marketing, tu parleras peut-être d'un point de vue commerce, d'un point de vue purement marketing, on veut comprendre quels sont les gros préjugés de l'industrie ou quels sont les gros préjugés des produits parce que très souvent, ce sont sur ces sujets-là qu'il faut designer ou alors qu'il faut casser le concept. Et donc, par exemple, je vous dis une bêtise, à une époque, les gens considéraient que le vin, ou alors actuel, le vin de 7 millions sera cher.
L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, est-ce que ce préjugé est effectivement un, ou est-ce qu'on peut travailler dessus, est-ce qu'on peut le contourner, et du coup, de travailler ensuite la séquence par rapport à ça, sur leur compréhension de la marque, sur leur compréhension des sujets, et de voir comment il faut faire pour, du coup, modifier cette perception ou retravailler cette perception. De ça aussi, ça nous permet effectivement d'avoir la liste des gens qu'ils connaissent et donc de regarder les stratégies gagnantes par rapport à ces gens-là. Et en très peu de temps, souvent, on obtient non pas 2, 3 noms, mais on obtient 10, 20, 30 noms d'entreprises concurrentes qui, en fait, souvent ont des stratégies très léchées et gagnantes, avec les bonnes valorisations, etc. etc. Et donc, en très peu de temps, du coup, ça nous permet d'obtenir en fait un tour très global et très concret. Et donc, on va chercher plein de choses. On va chercher de l'émotionnel, on va chercher de la volonté d'achat, on va chercher les instants d'achat, on va chercher les projections de consommation. Et du coup, tout ça derrière, de vraiment faire en fait un tour complet de où en est la situation et comment est-ce qu'ensuite on peut designer et quelles sont les priorités qu'il y a par rapport à ça. Déjà, ouais, on est allé vite. Oui, on essaye de passer. Peut-être que c'est un peu trop rapide ou est-ce que les choses sont claires jusque-là? Il est 14h33. Faites attention à votre temps. Hein, c'est vous qui savez. Voilà, pour le gardien du temps. Merci Christine. En fait, on souhaite ensuite vous présenter des sujets et des projets et vous donner des exemples réalistes pour vous montrer l'utilité et l'efficacité, enfin, l'utilité d'aller faire ces entretiens, même si personne n'a le temps. Et de mener cette analyse concurrentielle, non pas dans une idée justement de confirmation, mais plus d'aller changer une approche marché, positionnement de produits, de services et de modèle économique. Des questions jusque-là ou pas? 1, 2, 3, 1. On va vous laisser 5 secondes. Merci. Ok, très bien. Bon, parfait. Du coup, on va continuer à la prochaine étape. Juste pour finir, avant de rentrer, en fait, on va rentrer dans du concret. De ça, souvent, on sort donc on appelle le mot anglais, ce sont les brainstorms, mais ça nous permet en fait, donc c'est là où on va vous montrer qu'on continue en fait de checker la concurrence par rapport à même les notions d'idées, et on pense que c'est très important, et donc ça reprend à nouveau lourdement donc les méthodologies que nous avons mentionnées, que Alix a mentionné aussi au début, qui sont la méthode agile et la méthode agile, la méthode design thinking. Merci. Donc, on travaille de manière itérative une fois qu'on a une idée pour en fait aller valider le fait qu'on ne fasse pas d'erreur sur le marché et de travailler en fait la notion de rapidité par rapport au marché, c'est-à-dire la validation par rapport au marché. Donc, je change de ressource très rapidement pour vous montrer autre chose. Ouais, c'est là. Excusez-nous. C'est là-haut. Donc, dans les notions de design, en fait, une fois qu'on arrive à avoir une idée, typiquement, on a travaillé sur le noir de Bigorre, ou par exemple là, sur une bouteille de vin, on a présenté un brief au client, on était sur des cibles de 18-25 ans, on s'est rendu compte du coup par rapport au marché qu'il y avait une très forte pression, mais que personne n'arrivait vraiment à craquer le monde des 18-25 ans au niveau du vin. Il y a un vieillissement de la consommation, enfin bon bref, je peux vous en sortir plein. La problématique étant qu'il y avait un niveau d'éducation des 18-25 ans qui était extrêmement faible et presque une peur d'achat, parce qu'en fait, à chaque fois, ils ne savaient pas ce qu'ils achetaient. Je précise du coup à ce stade que ça, c'est des données que nous sommes allés chercher en comprenant, évidemment, au-delà de ce qu'on pressent. Toute la méthodologie qu'on vient de vous citer. Grâce à la méthodologie qu'on est allé chercher, du coup, enfin, à ceci, l'idée, mais que demain vous pouvez faire en fait en entreprise sans difficulté, c'est toute cette partie qui est comment est-ce que je m'assure que sur tous mes circuits de distribution, en fait, ce que je pressens est cohérent. Donc, on a mené plusieurs phases exploratoires dans lesquelles les circuits de distribution, en l'occurrence, il y avait toute une partie caviste et toute une partie rayon liquide en GMS, sur lesquels on s'est retrouvé avec des besoins exprimés de la part d'acheteurs et la mesure de l'inconnaissance du produit, enfin, ce à quoi vous devez être toutes et tous confrontés assez régulièrement, c'est-à-dire peu de connaissance du produit et en définitive, la grosse difficulté était comment je rends lisible mon produit et comment je rends intuitive son occasion de consommation. Et en fait, on s'est rendu compte par la compréhension de la non-culture qu'avaient les jeunes, en l'occurrence sur ce vin, qu'ils ne savaient jamais à quelle occasion se faisait un achat de vin blanc doux, par exemple, ou un des premiers achats de vin rouge. Et c'était un des gros problèmes que l'on avait pour écouler des volumes, évidemment. Donc, on est allé chercher justement toute la compréhension de différenciation et en lien avec les directeurs de magasins, acheteurs, etc., on a conçu une première approche qui était autour d'une nouvelle gamme. Et là, en l'occurrence, on a mis l'exemple d'une bouteille qui s'appelle Se Faire Label, désolé.
Et donc, du coup, on a retravaillé en fait avec le vigneron à la fois. Donc, il avait retravaillé les profils de vin pour faire des choses beaucoup plus jeunes, en faisant des panels de tests toujours selon les mêmes méthodes de test. Et en fait, on était sur un vin rouge très léger, gamay, et un vin blanc légèrement sucré. Sur lequel en fait on a retravaillé en fait toute la sémantique des mots, parce qu'on s'est rendu compte que souvent la concurrence du coup positionne des mots qui sont très techniques, classiques, et qui pour des 18-25 ans ne sont pas du tout compréhensibles. Donc, par exemple, les questions dans les entretiens, est-ce que Malbec vous évoque quelque chose? Ah oui, Malbec, ça ne doit pas être loin de Bordeaux. Voilà, donc le genre de réaction qu'on a, ou alors quand on montre une bouteille de blanc moelleux, donc qui correspond à une bouteille de blanc avec une couleur dorée, les mecs nous disent, ben ouais, c'est du blanc. Je dis, il y a du sucre dedans, je ne sais pas. C'est tous ces aspects-là, en fait, sur lesquels on a dû retravailler, on a dû déconstruire, en fait, une méthode dans laquelle tout le monde pense que tout le monde est expert dans le vin. En fait, ce n'est pas du tout le cas. De ça, donc, juste pour faire… La vraie opportunité nous est apparue notamment en allant poser les questions aux professionnels qui nous ont dit en définitive, mes clients ne comprennent pas. Et j'ai beaucoup de mal à faire changer mes producteurs d'avis parce que pour tout un tas de raisons que l'on comprend bien, au-delà du côté stockage des matières sèches, il y a un côté, quand on est professionnel, on imagine que beaucoup de gens sont professionnels. Alors on sort, évidemment, vous êtes dans ce webinaire, donc vous êtes assez sensible à la question, mais on se retrouve assez fréquemment face à des professionnels qui conservent toujours une approche relativement… qui partent du principe qu'il y a un certain niveau de compréhension de leurs produits, là où parfois justement c'est en allant gratter qu'on se rend compte à quel point il y a une inéducation et à quel point on doit partir loin dans le positionnement de notre produit en des termes, alors pas forcément plus simples, mais en des termes plus accessibles ou plus lisibles en termes d'occasion de dégustation. Et c'est là qu'on gagne par rapport à la concurrence une vraie occasion de créer une différence parce qu'on le produit est peut-être sensiblement le même, mais le contexte et la perception par rapport aux autres est profondément différent, parce qu'on se rend lisible immédiatement. Voilà. Bon, très bien résumé, merci. Et donc, du coup, le travail qui a été fait, c'est qu'on a travaillé du coup sur l'évocation se faire label. Je vous présenterai ça sur un autre exemple ensuite sur comment est-ce qu'on travaille ces évoques. On présente ça au client qui nous dit OK, du coup, on part en colorisation. Vous voyez ici les premières vagues, les premières phases sur lesquelles, en fait, on envoie ça directement en test quantitatif auprès de panels de tests de consommateurs, de personnes cibles. De ça, du coup… pour le dupliquer à nouveau, ce n'est pas pour le côté, pour le faire chez vous à la maison, mais le côté, si jamais vous souhaitez faire ce genre de choses sans que ce soit particulièrement compliqué, vous pouvez toujours solliciter éventuellement quand vous êtes sur une créa, identifier, parce que j'imagine que c'est le cas, les cibles que vous avez. Pour monsieur Nougalet, par exemple, ce serait, on va dire, en fonction des cibles, encore que je ne puisse pas dire, si vous identifiez quelques cibles, ce serait typiquement aller proposer à un panel de certains employés, leur faire passer une espèce de quiz, un peu comme on l'a fait, pour leur dire qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous parle le plus, sans donner plus d'explications, c'est-à-dire juste le produit tel quel. J'essaye pas de l'expliquer, j'essaye pas de le vendre, je le montre juste et je me fais un petit check de réalité par rapport à la perception de mes consommateurs potentiels. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que en mettant, donc ce sont des petits questionnaires quantitatifs que nous l'on fait pour avoir de l'agilité par rapport à ça, mais qui permettent à des gens très peu éduqués et qui, du coup, n'ont pas du tout notre prisme d'expertise de nous donner une opinion relativement nette, relativement non influencée par rapport à tous ces aspects-là. Et donc, en faisant ça, en fait, de manière très simple, on a des retours comme, donc je reviens sur cet exemple-là. Pourquoi un citronnier? J'adore l'étiquette, mais pourquoi un citronnier? Trop japonisant, ok. Trop japonisant, ok. Ok, mais très sombre. De ça, du coup, nous, en fait, on fait ce qu'on appelle, on aligne les designs, c'est-à-dire qu'on comprend ce qu'ils avaient comme problématique et en fait, on aligne toute la phase de créa. Et juste une chose aussi, on n'a pas mis évidemment ici tout ce qui avait l'air déjà vu, c'est-à-dire qu'on avait le parti pris et un brief qui était « je veux arriver à casser le code de comment parler à des consommateurs relativement jeunes » et l'analyse que l'on a menée sur la concurrence nous a permis de voir qu'en fait, toutes les bouteilles restaient sur les mêmes codes extrêmement traditionnels n'est pas le mot, il y a des étiquettes très décalées, mais les codes qui permettent de parler n'étaient pas là. Donc en fait, on a éliminé tout ce qui avait l'air d'être déjà dans le flux de ce qui sort déjà, puisque ce n'était pas adapté. En fait, on s'est rendu compte aussi en faisant des entretiens consommateurs que les choses, il y a 2 ans, la tendance était que si on faisait des designs trop osés, les gens prenaient ça pour du marketing. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait distinguer des zones de design pur et des zones de réassurance par rapport à des typographies ou des choses comme ça.
Je vais vous le montrer dans une autre design qu'on a fait un peu plus loin. Et donc là, aujourd'hui, en fait, sur ces gens de 18-25 ans, une nouvelle tendance, quand on a fait en fait un gros tour sur le comportement des 18-25 ans, on s'est rendu compte que ce qui primait aujourd'hui était l'expérientiel, c'est-à-dire dans quelle expérience les gens vont vivre associée avec votre produit ou votre service. Et de ça, du coup, parce que l'expérience définit la personne, et donc si l'expérience définit la personne, alors ils sont l'expérience et ils vivent l'expérience et du coup, leur identité se définit avec cette expérience. Et donc, on s'est rendu compte que ces évocations d'évasion fortes avec des notions de voyage étaient fortement appréciées, avec une très, très bonne réponse émotionnelle par rapport à ça et qui était beaucoup plus forte qu'un vin beaucoup plus traditionnel dans lequel, en fait, c'était des notions de prestige qui n'étaient achetées uniquement que pour des repas de famille ou des cadeaux à des personnes plus âgées et qui, du coup, ne correspondaient pas à ce qu'on souhaitait faire par rapport à l'objectif de cette bouteille. Donc voilà, du coup, ce qui est intéressant, c'est que je vous passe les 6 phases de test qu'on a pu avoir. Mais donc, et le vieil idiot que je suis du haut de mes 35 balais n'aurait pas pris ces bouteilles. Et donc, on tombe sur des designs, du coup, que le marché, donc ils sont censés être différenciés. Et elles le sont de par les designs. C'est pas qu'elles le sont, c'est simplement que. N'oublions pas qu'on a fait du coup mais dans l'approche c'est toujours la même chose. Ce test se fait notamment par rapport aux acheteurs qui prévoient d'ores et déjà d'y faire une place parce que ça amène quelque chose de sincèrement différenciant et d'étudier vis-à-vis de la concurrence en fait. Et la concurrence et la compréhension consommateur. Et c'est en ça aussi qu'on attire votre intérêt, c'est un peu le but de la chose aussi, c'est on attire votre intérêt sur l'utilité qu'il y a à justifier auprès des professionnels d'une vraie démarche vis-à-vis des consommateurs, puisque pour les circuits de distribution en tout cas, il y a un intérêt direct évidemment pour le côté distribution en B2C, mais pour le côté distributeur, si vous pouvez montrer et justifier qu'il y a une analyse un peu poussée sur comment est-ce que je vais toucher les personnes que je souhaite avoir, vous avez de très très grandes chances de vous retrouver bien plus facilement référencé, quel que soit le canal de distribution d'ailleurs. Tout à fait. Donc, ce qu'on veut dire, en fait, c'est que ces explorations de la concurrence vous permettent de trouver des failles dans le statu quo, que tout le monde avance, et derrière de premiumiser d'une part, de faire plus de volume, plus de quantité, ou mieux vendre votre service, et ensuite de mieux convaincre en fait vos professionnels par des approches marché logiques et qui se veulent en fait validées par des pairs. Exactement, éclairées. Voilà. Donc, en fait, pour nous, les analyses concurrentielles sont là pour vous éviter des écueils et diminuer votre niveau de risque en créant des choses qui sont à la fois différenciées, qui en même temps vous permettent de faire des choses vraiment nouvelles et différentes. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? On va passer sur d'autres exemples ensuite. Et donc, du coup, on comptait vous faire différents exemples pour vous présenter ces choses-là. Différents cas d'application, justement, de ce qu'on peut aller chercher et comment on peut aller chercher justement une approche différente en termes de produits, de services et d'approche de distribution. Et juste d'un point de vue méthodologique, du coup, par rapport à nos équipes, je vous le montre un peu. On leur demande de faire tout un tas de documents dans lesquels ils stockent tous les messages, tout ce qu'ils ont. Ils font des copier-coller, je m'en fous, de leurs documents. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un premier tri, qui en fait précise que les idées qui sont intéressantes à la vue de personnes qui s'y connaissent un peu plus, qui vont faire les brainstorms. Tout ça, donc vous voyez le nombre de pages réduit drastiquement, parce qu'en fait, c'est censé être un condensé de bonnes idées. Et de ça, derrière, ça nous permet de créer ensuite ce qu'on appelle des brainstorms, c'est-à-dire qu'on se met à plusieurs. Les personnes qui ont exploré, en fait, se mettent autour de la table et ensuite on discute, on imagine. Donc, on a des méthodologies de réflexion pour en fait comprendre l'univers et se dire comment est-ce qu'on arrive à percer la chose par rapport à ça. Et de ça, ensuite, on fait des allers-retours. Donc, je vous présente notre outil de gestion interne et dans lequel on fait l'étude de marché avec l'explo et le premier tri, les entretiens clients pro et particuliers. Donc là, c'est une petite marque. Et ensuite, l'idéation, les présentations et ensuite les allers-retours que vous pouvez voir ici. La question, c'est est-ce que ça vous paraît, à échelle de vos entreprises respectives, est-ce que ça vous paraît être quelque chose de complètement infaisable avec les effectifs que vous avez en place? Alors, je ne dis pas ça il y a des entreprises qui ont besoin d'agences extérieures, mais ce n'est pas forcément le cas. L'idée est justement que demain, alors avec l'appui du document qui vous sera évidemment transmis, mais que vous ayez justement une première approche d'éventuellement quelques personnes traditionnellement au commerce, mais on encourage vivement
tous les cadres de direction et la direction à faire un peu ce travail si ce n'est pas déjà le cas. Ça fait un petit check en fait sur le marché, c'est-à-dire qu'on se rend compte, et enfin, on en parlait hier d'ailleurs, c'est toi qui me citais ça, mais qu'on a des patrons qui nous disent qu'ils souhaitent rester vraiment en contact avec leurs consommateurs et leur marché parce que ça leur permet vraiment de prendre des orientations stratégiques ensuite importantes. Extrêmement connecté au business. Donc la question c'était, est-ce que vous pensez avoir déjà un peu de marge de manœuvre en temps et opérationnel? Alors, je sais que je demande la lune quand je demande ça. Je connais souvent la réponse, mais est-ce que déjà, à titre opérationnel, ça vous paraît à peu près faisable dans vos entreprises respectives? Un oui, un non, et après, on y revient dans les questions si vous le souhaitez. Vous le faites, du coup, Christian, c'est ça? Oui, oui. OK. Il y a beaucoup de oui. Voilà, il y en a 2, en tout cas. C'est top. Et puis, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on peut également, donc je vais faire un peu de pub à vous, mais à d'autres aussi, faire appel à des experts extérieurs si vous n'avez pas de temps. Donc, il y a des cabinets comme les frères Patak ou bien vos fédérations et syndicats. On peut le faire aussi, ou vous aider, ou en tout cas contribuer de manière à vous alléger le travail collaboratif avec un cabinet extérieur, par exemple. Ça peut être... il peut y avoir peut-être plusieurs solutions imaginables. C'est ça. Merci Alix pour le coup de pouce. Et effectivement, souvent en fait, ce qui est intéressant pour conclure sur cette première partie, c'est que on a une nouvelle vision en fait et une grosse ouverture en apportant en fait ces choses-là, et ça fait des vagues de fraîcheur, notamment en termes de ça permet de réaligner sur des personnes qui avaient de grosses convictions, de les remettre en place ou de les réaligner, de les redynamiser, et c'est toujours très bénéfique au sein des entreprises pour permettre en fait de relancer des dynamiques fortes. Là où ça m'a beaucoup servi, c'est notamment typiquement dans le cadre d'une mission pour le Nord de Bigorre qui a duré un certain temps. On y vient. Ça m'a permis. En fait, j'avais la difficulté, l'avantage et la difficulté d'avoir des commerciaux très convaincus, mais qui partaient de postulats qui avaient quand même déjà un peu un certain temps, et surtout ces fameuses idées reçues et incomplets en fait. Le problème est souvent que, et la deuxième vertu effectivement, c'est que je pense que vous connaissez toutes et tous très bien vos marchés. La question est juste d'aller chercher des choses qui justement n'y sont pas en fait. Il faut bien comprendre le marché pour voir ce qui y manque. Ça paraît à nouveau très bête à dire, mais l'idée est justement comment est-ce qu'en ayant une analyse un peu plus poussée, on va aller chercher ce que personne n'a dit et qui brille par son absence. Et donc ça, c'est quelque chose que si vous amenez des outils à vos équipes, alors notamment commerciales, puis c'était une difficulté que j'avais, mais pour les redynamiser, le fait justement de pouvoir justifier d'une très bonne compréhension de ce que font tous les concurrents et justement de ce qu'ils ne font pas et de ce que vous pourriez amener en éléments différenciants, c'est un coup de fouet remarquable dans quasi 100% des cas, puisqu'en définitive, vous redonnez une occasion de repousser des portes qui avaient peut-être déjà été poussées, mais qu'on laissait un peu fermées. On envisage les choses sous un jour différent. On peut faire de l'innovation produit différemment, on peut faire de l'innovation service différemment, et ça a une vertu colossale en fait. Ça m'a permis en fait de faire en sorte que les commerciaux qui avaient plus très envie de prendre la route, puisqu'ils avaient l'impression de ne pas avoir grand-chose de nouveau à annoncer à leurs clients, allaient leur donner déjà des nouvelles du monde, puisqu'on leur donnait les fameuses nouvelles de ce qui se fait ailleurs et qui est intéressant, et aussi pouvoir donner des référentiels sur à quel point est-ce qu'on est intéressant, nous, par rapport à tout un pan que l'on n'avait pas vu. Voilà. Je me permets de rajouter 2 points en fait sur cette analyse concurrentielle, et notamment la méthode que vous proposez contribue aussi à l'innovation, pas uniquement au marketing stratégique, et vous pouvez également l'appliquer même en interrogeant vos marchés et le client sur autre chose que le produit, c'est-à-dire sur quoi repose le produit, sur quel process, sur quelle bonne pratique. Ça rejoint aussi peut-être la RSE, etc. Sachez que les 2 prochains webinaires seront sur le management de l'innovation et sur l'expérience client, donc c'est complètement en lien avec ce qui vous est présenté aujourd'hui. Ce sera intéressant de voir comment ça se complète. Vous me dites, Alix, si on ne veut pas empiéter sur d'autres sujets, mais en fait, on a là, par exemple, pour vous donner, donc on a parlé rapidement du Nord de Bigorre, qu'on imagine que vous connaissez de près ou peut-être de réputation, on espère, en tout cas, on a bossé un peu pour. Goûter leurs produits, c'est bon. Du coup, juste pour vous redonner une idée du brief de départ, c'est une entreprise typiquement qui nous a dit on va pas mal, on sent juste qu'on a besoin de se renouveler et on veut être sûr parce qu'on a un côté, on est vu, ça fait un moment que les gens nous ont mis dans une certaine case et on veut être sûr que dans le renouveau que l'on va annoncer, d'une, on ne va pas casser les codes et de deux, on ne va pas se couper de notre marché en faisant des moves qui ne vont pas.
Et on leur a posé la toute première question qui était, et on se rappelle encore de la question parce c'était qui sont vos concurrents? Une des premières questions qu'on leur a posées, ils nous ont dit on n'a pas de concurrents. Parce que personne ne travaille comme nous, personne ne travaille de la même manière, etc. etc. Et la suite nous a prouvé qu'il y avait beaucoup de concurrents, mais qui n'étaient pas forcément ceux que l'on imaginait. En fait, c'est ça qui est effectivement, on se rappelle, du coup, c'était une de nos premières réunions avec le comité de direction et avec le bureau. Cette fameuse phrase de « on n'a pas de concurrents », on leur dit « mais c'est pas possible parce que vous travaillez une viande qui est vastement répandue. » Et en fait, ils ont dit « ben non, on est les seuls à être là-haut, on est les seuls à avoir positionné du cochon, du porc en viande haut de gamme avec toute une démarche derrière sur les notions de prod et tout ça. » On a regardé, c'était partiellement vrai, sauf que ce qui est intéressant, c'est que dans la temporalité, en étudiant d'autres industries, notamment celle des bovins, on leur a prédit que du coup, d'autres marques allaient arriver qui allaient en fait se positionner exactement entre. Donc à l'époque, la marque, le noir de Bigorre était très haut en termes de prix et il n'y avait ensuite que du porc très industriel et deux, trois dynamiques, mais peu. Et on leur a dit que les gens allaient utiliser ce qu'on appelle le sweet spot, c'est-à-dire l'endroit confortable, qui était d'être juste en dessous du noir de Bigorre, plus à peu près les mêmes arguments, mais pas les mêmes, et derrière un prix un peu moins cher. Voilà, un poil plus canon. Tout en réclamant un excellent rapport qualité-prix. Voilà. Et donc, depuis 5 ans maintenant, les associations ont fourmillé. Et l'idée a été, en fait, notre approche, du coup, et pour vous redonner un petit peu cette approche, c'est on a tourné avec les commerciaux sur plusieurs zones, sur plusieurs régions, donc nord, sud, est, ouest. Et l'idée a été justement d'aller faire un point auprès de tous les distributeurs en leur disant de manière très claire, écoute, je ne veux pas que tu me racontes que je suis le plus lourd, ça je m'en fous, et j'essaye de t'en convaincre tout le reste du temps. L'idée, c'est que tu me dises justement tout ce que tu aurais à reprocher ou à voir à mon produit, à mon service, et éventuellement que tu me dises qui peut t'inspirer. C'est-à-dire qui dans mon secteur ou quelle marque ou quel produit t'inspire. Et en fait, souvent, on trouve des éléments de positionnement et c'est ça qui nous a permis notamment de détecter qu'il y avait plusieurs concurrents qui étaient en train justement d'exploiter la fameuse on fait comme du nord de Bigorre, mais pas tout à fait, etc. Ce qui, pour le coup, à nouveau, c'est pas dramatique, mais l'idée était justement pour nous de ne pas se faire damer le pion en ayant une approche qui était très, très haut de gamme et là où d'autres pouvaient exploiter les mêmes arguments concurrentiels. Donc, en fait, si je reformule un peu, finalement, le fait d'écouter les clients permet à la fois d'identifier les concurrents. C'est vrai que souvent, les entreprises ne perçoivent pas la concurrence. Et également d'identifier les facteurs clés de succès pour accéder à certains marchés. Tout à fait. Et effectivement, donc vous voyez l'évolution de la marque ici. En fait, on s'est rendu compte que le noir de Bigorre forçait ses employés à dire noir de Bigorre parce qu'ils savaient qu'il y avait d'autres, la race du coup, le noir gascon, le cochon gascon, le porc noir gascon, et beaucoup de gens employés, c'est du noir. Et en fait, la concurrence utilisait cet abus de langage pour dire mais c'est du noir. Et du coup, vu que les préjugés, et il y avait peu de compréhension de la part des consommateurs, sauf les très éclairés et très gastronomes, sur les standards des consommateurs, si c'était du noir, alors c'était du noir de Bigorre. Et donc, en fait, c'est pour ça que le mouvement de la marque qu'on a fait, en fait, a été sur 2 points. Le premier, donc, vous voyez Padouin, qui est un mot qui veut dire, en fait, c'est un beau mot bigourdan pour dire que c'est une petite pente dans laquelle il y a une futée de chêne et c'est l'endroit, en fait, où les cochons vivent et se développent. Et en fait, donc, le premier point, c'était que Padouin ne correspondait pas du tout à la marque, donc visuellement, il y a eu tout un tas de problèmes et tout ça. Et l'autre chose aussi, c'était que le mot noir, du coup, se mettait à être trop vaste. Donc, on a réussi un petit coup là avec l'INPI, on a réussi à développer et déposer une couleur sur sur plusieurs produits alimentaires grâce à ça. Le premier, donc, du coup, on a réaligné en fait la notion de couleur pour anticiper et pour handicaper la concurrence par rapport à cette notion-là. Ensuite, tu peux passer. Du coup, la deuxième chose aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que une autre concurrence qui était directe et indirecte, donc quand on vend du noir de Bigorre, on vend aussi bien de la viande fraîche que des produits de salaison. Et la salaison, en fait, du coup, sur le logo, n'apparaissait pas du tout. Et du coup, factuellement, les commerciaux étaient très à l'aise à raconter les histoires et les aventures des éleveurs, mais pas du tout sur l'artisanat. Et là où on avait un problème, c'était que les salaisons représentaient les produits qui permettaient un équilibrage de marge fort.
Donc, en tant que là, sur le sujet, on avait un vrai souci qui était la perception sur le produit par les professionnels était très bonne sur la viande fraîche, mais pas aussi bonne sur la salaison, qui était notre produit à marge premier et sur lequel on avait besoin d'aller. Et du coup, on a réaligné le logo pour faire en sorte qu'on ait en fait toute une approche éleveur-artisan, du coup, de manière beaucoup plus équilibrée dans l'approche. Explorateur, ça veut être des valeurs de premiumisation sur notre débat. La deuxième chose aussi, c'est on s'est rendu compte, du coup, en analysant donc les magasins physiquement et visuellement, que beaucoup des magasins, des bouchers, donc des bouchers charcutiers, parce que le réseau du Noir est un réseau traditionnel, qui sont des boucheries et charcuteries les plus belles de France, et souvent ce sont de très belles charcuteries, mais l'ensemble du packaging ou alors des produits déployés sur ces marques sont souvent très sobres, enfin en tout cas il y a 5 ans. Et du coup, on s'est rendu compte que faire du noir et blanc, c'était très facile de premiumiser, mais du coup, on n'avait pas une notion de visibilité qu'on souhaitait en rayon. Et ça faisait du coup que les bouchers refusaient la plupart du temps de mettre sur place la PLV des autres producteurs, quels qu'ils soient, nous ou d'autres d'ailleurs. Parce que c'était moche, voilà. Enfin, moche ou pas forcément très adapté en termes de ce qu'ils voulaient. Et donc, du coup, et l'autre chose aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que dans la disposition d'une boucherie ou d'une charcuterie traditionnelle, vous avez la viande fraîche qui est dans le bac, juste devant vous. Ensuite, juste au-dessus, vous avez les saucissons qui sont à portée de main. Derrière vous, vous avez ce qu'on appelle la LS, les libres services. Et derrière le boucher, vous avez le jambon à la tranche que vous pouvez avoir. Et en fait, on s'est rendu compte que la connexion mentale des consommateurs entre la viande, le saucisson et le jambon derrière n'était pas du tout faite. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une coloration extrêmement forte et très visuelle, qui n'était pas du tout le cas. Comme vous le voyez avant, c'était quelque chose de très trad, craft, avancé, et qui nous a permis en fait de faire des visuels qui ont eu pour but de faire un lien logique entre la viande fraîche, le jambon et le saucisson. Ça nous a aussi permis de développer toute la nouvelle approche sur le jambon, qui était un produit capital pour nous à vendre. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, typiquement en faisant ce point, en se comparant à la concurrence, que la perception de valeur par rapport au jambon espagnol, parce qu'à chaque fois qu'on parle de Nord de Bigorre, on nous dit moi je suis plus pata negra, je suis plus bellota, je suis plus. Et c'est là qu'on est dans les préjugés, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'était que notre approche de produit et de vente, et notamment nos unités de vente, n'étaient pas adaptées. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a redéfini beaucoup de nos unités de vente pour les ramener sur on ne réinvente pas non plus la pluie, mais là où on avait un gros retard de vente, on a ramené sur des conditionnements plus petits et on a ramené sur des conditionnements à la pièce, là où on était sur des conditionnements au kilo. Donc vous savez que si vous avez un jambon typiquement à 25 € et un à 100 € le kilo à côté, vous n'avez aucune chance de gagner quand à côté, le jambon à 25 € a déjà une belle réputation de qualité. Donc c'était très complexe et on a pu se rendre compte aussi que par justement le travail que l'on faisait, on est allé comprendre que la plupart des gens font leurs courses pour le coup sur ce segment trad le jeudi, le vendredi et le samedi, que tout le monde est dans la boutique en même temps et que les bouchers n'ont pas le temps d'expliquer en quoi le produit est bon. Donc on devait s'assurer. On a calculé le temps à l'époque et les bouchers avaient entre 7 et 25 secondes. Entre 7 et 25 secondes pour sortir un pitch, pour déployer un argument de vente, pour soit faire une consolidation de panier ou pour alors convaincre de déguster quelque chose de nouveau. Et par rapport à ça aussi, on s'est rendu compte que les bouchers n'avaient pas suffisamment d'anecdotes pour ensuite pouvoir vendre quelque chose d'efficace. Et donc on s'est rendu compte par contre que dans la perception des gens par rapport aux produits et des pros et des consommateurs, les plus installés, entre guillemets, c'est le jambon espagnol. On ne pouvait pas lutter. Par contre, l'artisanat français, de ce que l'on a compris, était quelque chose que les Espagnols mettaient pas. Enfin, l'artisanat n'était pas forcément quelque chose que les Espagnols mettaient trop en avant à l'époque. Et là où, en fait, on jouissait d'une excellente image en termes, le côté artisan français marchait très bien. Et du coup, on s'est enfoncé à fond. Donc, sur les visuels que vous voyez à droite, on s'est débrouillé à construire toute une approche autour du côté artisan différenciant. Donc, le monsieur que vous voyez en bas, c'est un artisan trancheur de jambon. La personne à droite, c'est un dessalaisonnier sur lesquels on a bossé pour qu'en fait les gens comprennent qu'il y avait une notion d'artisanat et de travail fait en France avec un savoir-faire un peu original qui permettait de justifier de tout le prix et de nous positionner. Du coup, en fait, on a arrêté d'essayer de se positionner en meilleur que les Espagnols, puisqu'on ne pouvait pas le faire à l'époque parce que c'est un travail d'installation sur 10, 15, 20 ans. Et que les notions de qualité des produits, en fait, ne pouvaient pas encore prétendre à certains aspects. Donc, on a réussi à se positionner comme le produit français d'excellence qu'il faut absolument que vous ayez goûté. Ce qui est un positionnement radicalement différent parce que là où avant, la plupart de nos clients sur les gros établissements prenaient un jambon très haut de gamme qu'ils vendaient 100 € le kilo,
après, ils acceptaient d'en prendre 2, ce qui nous a ouvert tout un pan de marché différenciant, justement parce qu'on n'a pas pris l'angle de on est les meilleurs, mais c'est pas qu'on est meilleur, c'est qu'on est extrêmement différent. Pour plein de bonnes raisons, vous devez nous goûter. Et du coup, je renforce le clou sur la concurrence. On s'est rendu compte que le positionnement pour être dans une des grandes marques de jambon, et du coup, parce que le jambon est l'apanage noble aujourd'hui du business model de la viande, du cochon, on s'est rendu compte que les Espagnols, toutes les grandes marques de jambon, donc on passe à Sicorotas, tous ces autres noms, en fait, ont une boîte à jambon, de jambon entier extrêmement belle. Et donc, ils faisaient des partenariats artistiques, etc. Et du coup, on est parti en créa et on a imaginé et créé complètement une nouvelle boîte de jambon qui était faite pour transporter un jambon entier, pour montrer qu'on se positionnait sur la même approche que les Espagnols, pour avoir le préjugé mental de ils sont aussi bons, voire meilleurs que les Espagnols. Et sachant que ce n'était pas l'angle qu'on avait. Mais on cochait la case mentale on se positionne sur le très haut de gamme. C'était juste pour se positionner. Et dans le préjugé aussi, l'étude sur des consommateurs un peu plus éclairés, c'était que les Espagnols étaient les meilleurs. Alors, il y a toute une notion de création. Et on a voulu montrer que, en fait, l'exercice mental était de montrer que si on était les meilleurs Français, vu qu'à l'international, on se rend compte que les préjugés sont que les Français sont parmi les meilleurs, les rois de la gastronomie, je m'en sors plus, en fait, on voulait faire un parallèle par rapport au fait que si le jambon était le meilleur, alors du coup, c'était le meilleur, notamment par rapport aux Espagnols. Donc, la gastronomie française est la meilleure du monde. On va rapidement clôturer sur ces éléments. L'idée était de dire qu'en fait, ça nous a permis une approche de différenciation dans le produit, dans le service, qui a relancé derrière un penchant d'innovation qui était celui de on veut créer des produits qui sont ceux qui mettent en avant l'artisanat et pas seulement l'élevage, ce qui était tout le premier besoin. Et donc, grâce à la compréhension du fait que nos adversaires n'étaient pas ceux que l'on croyait au départ, mais qu'on allait se positionner en complément et non pas en concurrent frontal, mais par contre qu'il y avait une grosse concurrence qui arrivait par le bas et qu'on devait verrouiller tous nos codes de premium et de luxe. Oui, voilà. Juste, du coup, ça a été le motto de la stratégie du Noir de Bigorre. On s'est rendu compte que le niveau de service d'une marque très premium comme le Noir de Bigorre n'était pas au niveau qu'il fallait. Donc, on va vous faire un comparatif un peu bête, mais on est passé de Ryanair à la First d'Air France. Voilà. Et du coup, juste les réseaux sociaux, pour vous donner un exemple, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, on ne les a pas fait pour faire du B2C, on les a fait pour faire du B2B2C, c'est-à-dire qu'on fournissait des photos, donc souvent les bouchons un Instagram, mais cet Instagram est est suivi par une communauté très locale de gens en fait, qui sont vraiment autour de leur quartier, sauf que souvent ils sont très mauvais à prendre des photos, ils prennent des photos de ce qu'ils ont coupé le matin et ça fait peur aux gosses. Et que du coup les concurrents, même très haut de gamme, avaient des photos pas forcément très très bonnes sur les réseaux. Et donc nous, qui avions besoin de notoriété, on a saisi l'occasion d'être les premiers et les mieux positionnés sur toute la partie, comment on justifie de notre valeur ajoutée en service auprès de nos professionnels et en termes de visibilité et de qualité pour les personnes. Et on a envoyé ces photos en fait aux bouchers pour qu'ils aient juste à poster avec tout le texte. Et comme ça, derrière, c'était concomitant aux opérations commerciales. Et c'était tout simple. Voilà. Bon. Du coup, en fait, pour clôturer, donc c'était un peu plus. On a plein d'autres exemples. Mais on aimerait éventuellement pouvoir échanger un petit peu avec vous, répondre aux questions que vous pourriez avoir. L'idée est simplement pour synthétiser la chose, en fait, il n'y a pas besoin de faire de l'analyse concurrentielle quelque chose de très complexe dans lequel vous avez besoin d'aller chercher des panels Kantar et Ipsos. L'idée est simplement de se faire une très bonne idée aussi objective que possible et aussi ouverte que possible de la compréhension que vont avoir vos clients, vos consommateurs, non seulement de vous, mais aussi de vos concurrents, ceux qui existent ou ceux qui pourraient arriver demain. Donc, notre première recommandation là-dessus, c'est de ne pas hésiter, de continuer, entre guillemets, à aller chercher éventuellement auprès de vous, dans le marché, ce qui existe et ce qui n'existe pas encore pour essayer d'amener de la fraîcheur à vos clients et les aider à se positionner, vous positionner comme ceux qui vont amener quelque chose de nouveau, même si on est sur des marchés qui sont tous sur des produits relativement traditionnels d'aspect, mais sur lesquels on se doit de continuer à innover. Donc, on va vous laisser poser quelques questions si vous le souhaitez. Christine ? Oui. Est-ce qu'il y a un moment que vous préconisez pour se poser cette question
de l'analyse concurrentielle? Quel moment, quel cycle de vie dans l'entreprise, ou est-ce qu'il y a des signaux faibles qui peuvent guider les chefs d'entreprise pour se dire, allez, c'est le moment d'engager une telle démarche? Merci pour l'excellente question, du coup. La chose, c'est il y a plusieurs cas qui me viennent à l'esprit, qui sont une gamme de produits qui ne marche pas, des marges unitaires trop faibles parce qu'on est noyé parmi d'autres concurrents, en fait. Donc, quand vous avez trop de concurrents qui vous font trop mal, c'est que vous n'êtes pas assez différencié et que les gens ne comprennent pas votre unicité. Donc, la seule chose sur laquelle ils vous comparent, c'est le prix. Et je sais effectivement qu'il n'y a rien de plus pragmatique et bête que la question de oui, mais si je fais plus cher, ça sera au détriment de mes volumes. Je le sais, mais si vous avez des commerciaux qui n'ont pas forcément la patate, c'est qu'ils ont, alors au-delà de la gestion commerciale, c'est normalement un commercial ou une commerciale aime relativement la facilité, et dans ce cadre-là, si on lui fournit quelque chose d'intéressant par rapport à ses concurrents, ça le fait. Donc dans ce cadre-là, si vous avez des équipes commerciales qui rament un peu, des problématiques de mise en concurrence trop fréquentes sur des questions de prix, et ou que vous avez des gammes qui sont un peu à la rue, des bouts de gamme ou gamme entière, c'est là où ça vaut le coup de se poser la question, de se dire, est-ce que je suis sur la bonne compréhension de la part de mes clients en valeur absolue ou par rapport à mes concurrents? Et typiquement, si vous êtes dans une guerre des prix, vous êtes à 100% dedans. L'autre chose aussi, sur un aspect un peu plus marketing, c'est sur des phases de modification structurelle un peu fortes avec de l'apparition de nouveaux produits. On voit trop souvent en fait beaucoup de gens qui se tournent vers un graphiste pour faire un produit et puis terminer, et ils pensent avoir l'idée de génie avec un concept et ne vont absolument pas vérifier le marché. Et des fois, ils l'ont, hein, évidemment. C'est pour ça qu'il y a de belles entreprises en France. Mais l'idée, c'est quand vous voyez vos respos marketing qui sont en train de rusher pour produire quelque chose parce que le commerce le veut, faites un pas de côté et dites, on attend, même si l'opportunité est là. On vous a montré nos formats de validation qui, au final, peuvent se faire en 1 ou 2 semaines. Et donc, ce sont des choses on connaît la sensibilité du timing des fois sur les opérations commerciales, mais qui permettent d'éviter parfois des erreurs. On ne vous a pas montré ça, mais souvent dans les designs que l'on fait, des fois, il y a des erreurs de design qui sont faites, typiquement sur une bouteille de vin. On avait designé un logo qui ressemblait exactement à l'appellation des vins de Suisse. Je vous dis, je n'aurais pas aimé avoir à me batailler légalement avec l'AOP suisse. C'est pour ça que ces détails-là, même si l'urgence commerciale est là, il faut savoir prendre le temps et de garder la tête froide pour se dire, on prend la préférence marché toujours et non pas juste la préférence du commercial. Voilà. Et donc, l'idée derrière, après, c'est donc ça nous amène du lancement de produit, ça nous amène de la finesse un peu plus délicate, d'introduire le commercial à comprendre le changement et de comprendre en fait qu'il a une opinion, mais il faut aussi comprendre celle de son acheteur et celle de ses consommateurs. D'autres questions? Merci. Oui, monsieur Nougalet. Il y a une main qui s'est levée. Oui, j'ai une petite question. Comment est-ce que vous arrivez à capter en fait les personnes pour les questionnaires que vous faites, par exemple? Parce que après, on sait que de moins en moins de personnes répondent quand même aux questionnaires, ou ils bâclent de plus en plus les questionnaires parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'y répondre et ils le font juste pour faire plaisir à la famille, aux amis ou justement à un collègue. Ouais. Et il y en a même aussi qui répondent par différents procédés, mais aussi souci d'ego. Donc, comment vous évaluez en fait ces questionnaires et comment vous arrivez à capter en fait toutes ces personnes? Alors, on factorise plusieurs sujets. Très sincèrement, donc nous, aujourd'hui, on ne vend pas de panels. Comme vous devez le savoir, il y a des entreprises spécialisées dans la construction de panels. Du coup, je travaille dans un institut de recherche pour créer un panel dans lequel on s'assure qu'il n'y ait pas de biais, quel qu'il soit, cognitif ou quoi, ou justement de ras-le-bol parce qu'on envoie un test toutes les 2 semaines. Ce sont des choses qui sont vraiment une science et une expertise. Nous, aujourd'hui, en fait, on fait des panels dans lesquels aujourd'hui, on a commencé, c'était effectivement notre premier entourage. Et peu à peu, en fait, aujourd'hui, on a presque 400 personnes sur lesquelles, en fait, on les active. Et donc, du coup, on est capable de renouveler un peu pour éviter de complètement gaver tout le monde par rapport à nos approches. On prend un peu soin d'elles, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de, quand on peut, on paye un coup à boire, on envoie une bouteille ou autre pour remercier. C'est des choses.
alors ça ne fait pas très business, mais honnêtement, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on sollicite des personnes qui sollicitent des personnes autour d'elles à titre de service, mais on arrive facilement à collecter du 40-50 réponses sur un design, et surtout quand on voit qu'on a des répétitions dans les retours, c'est qu'on est bon. Mais après, effectivement, on ne sollicite pas tout le temps les mêmes en fonction d'est-ce qu'elles sont la cible ou non. Et derrière ça, on factorise tout le temps, en fait. Au final, c'est quelque chose que je n'ai pas trop poussé, mais parce qu'on factorise tout le temps le quantitatif avec du qualitatif. C'est-à-dire que après, on a une équipe assez diverse et avec plusieurs personnes et plusieurs réseaux différents. Et ça nous permet, en fait, derrière, on appelle des personnes que l'on considère comme représentatives. Et derrière, c'est des formats de questionnaires pour, en fait, aller à récupérer l'info en cassant dès le début le fait que, OK, tu ne réponds pas à quelqu'un à qui tu veux faire plaisir et tu dois répondre tu dois répondre, en fait, à une approche dans laquelle tu me donnes vraiment ton opinion comme si tu étais seul et si tu n'étais pas influencé. Et donc, on factorise ça et du coup, c'est toujours après une part d'inconnu dans cette approche-là sur les questionnaires. Ça répond à votre question ou pas tout à fait? Donc, l'idée, c'est… Oui. L'idée, de toute manière, sur ça, on veut de l'agilité parce qu'il faut quand même aller assez vite et souvent, nos clients sont très impatients de voir le produit fini. Donc, on doit les freiner pour faire effectivement proprement ces phases de test. Le sujet, après, c'est de la factorisation en fait, quand je vous parlais il faut designer du beau, de toute manière. Il faut faire quelque chose de joli. Ça, c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est si vous amenez quelque chose de nouveau ou d'innovant, vous avez beaucoup plus de chances. D'où le côté, justement, je vais essayer de trouver quelque chose qui n'existe pas encore. Alors après, on n'a pas toujours des trucs stratosphériques ou super fun à tester, mais on se débrouille de faire en sorte que le contexte permette une compréhension de quelque chose d'un peu sexy en fonction de la cible, ce qui nous permet aussi de tester un peu l'approche. Vous avez essayé de tester sur des populations qui en ont marre ou dites-moi un peu plus? Ah non, pas du tout. Moi, je m'en souviens, moi, quand j'avais passé surtout mon master en école de commerce, où on devait établir pour le mémoire justement un questionnaire. Pour capter du monde, c'est compliqué. Ouais, après, là-dessus, en fait, les phases de design, c'est autrement plus cool que des phases de… on n'est pas en train de leur demander leur avis sur 60 questions. Hein. C'est vraiment j'aime, j'aime pas. En fait, on a mis un métrique. Le côté design avec un produit sous les yeux plaît généralement, c'est-à-dire dis-moi j'aime, j'aime pas. Avec on met une échelle de 1 à 5 de 1 à 6 pour être obligé de ne pas avoir de questions de réponse neutre. Et derrière, on travaille en fait sur la notion de voir ensuite, on laisse en fait des petits mots de lequel t'as plu et pourquoi et lequel t'as pas plu et pourquoi. Et souvent, en fait, les gens nous donnent leurs premières remarques, ils écrivent et ces premières remarques nous permettent de voir soit les erreurs de design. On réanalyse en fait très attentivement les réponses ouvertes qu'on a pu avoir aussi, en plus des tendances. Bon. D'accord. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Questions ou bien témoignages d'entreprise. Écoutez, en tout cas, si jamais il y en a d'autres, on est ravis de répondre un peu. Enfin, vous pouvez nous envoyer des mails ou nous passer des coups de fil. On n'est pas sauvage, on ne mord pas. De ça, n'hésitez pas sur la méthode et tout ça. On n'a pas de problématique. On sait que c'est juste souvent des problématiques de temps et après derrière, on factorise de l'expertise, c'est-à-dire être habitué à déceler effectivement le message qui va faire la différence. On souhaitait vous montrer d'autres exemples dans lesquels on a vraiment trouvé, grâce à des analyses concurrentielles, des trous dans la raquette qui sont énormes et qui sont inexploités. Mais bon, ce sera pour une autre fois. Voilà. Bon. Alors, vous retrouverez, effectivement, nous vous enverra le support complet de cette présentation. Alors, j'ai une question. Est-ce que parmi les participants, est-ce qu'il y a des points précis que vous souhaiteriez, par exemple, approfondir dans un autre webinaire, par exemple, ou une formation, ou ce genre de choses? Apparemment non. Et puis, il y avait la question, pour rebondir sur ce qu'a dit Benjamin, la difficulté là, de répondre, d'adresser des questionnaires et d'avoir des réponses. N'oubliez pas, encore une fois, qu'on va vous envoyer une enquête sur la stratégie très prochainement pour bien identifier vos besoins et attentes. Prenez ces 10 minutes pour répondre. Ce sera pour améliorer notre service auprès de nos adhérents. Très bien. Ils envoient une bouteille de vin apparemment après. On verra. Bon. En tout cas, on remercie tout le monde pour les questions et votre patience. Si jamais, du coup, on reste ouvert à toute forme d'autres
procéder. Et voilà, on est basé à Toulouse, donc avec un peu de disponibilité. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.